biomasse forestière, comme vous savez. Avant de vous présenter nos invités, j'aimerais beaucoup remercier le Carrefour mondial de l'accordéon qui nous accueille dans ses locaux au musée de l'accordéon. Merci Renal. Merci évidemment à vous tous de vous être déplacés. C'est fun de voir qu'il y a des gens qui ont un souci pour des alternatives durables. Et pour vous en parler davantage et avec plein de détails, je vous présente Amélie Saint-Laurent-Samuel, qui a un titre aussi long que son nom. Elle est co-porte-parole de Vision Biomasse Québec et chargée de projet chez Nature Québec. J'ai-tu réussi cette fois-là? Bravo, beau travail. Et Martin Bella, qui est directeur général de CGFA Énergie, une filiale de la coopérative de gestion forestière des Appalaches. C'est en plein ça. J'ai réussi encore. 2 sur 2, bravo. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci à vous. Merci. Bien, moi, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de la soirée, qui sont des gens absolument formidables et très impliqués, que je connais depuis peu, mais vraiment, je me dis que Montmagny et les environs sont chanceux de les avoir. Alors, un gros merci. Merci d'être là. Il fait très chaud, alors on peut faire beaucoup de blagues sur la chaleur et la biomasse. Donc si je sens que l'atmosphère retombe un peu, je vais pointer des gens et je m'attends à quelques bons jeux de mots. Donc, ça sera ma stratégie pour ce soir. Donc, je vais y aller rondement. J'ai beaucoup de matériel, mais selon comment vous réagissez à ce qui est proposé, on verra sur quoi on insiste ou pas. Puis, on va aller de l'avant. Donc, en gros, je vais vous présenter Vision Biomasse Québec, un petit topo sur le chauffage à la biomasse forestière, pourquoi miser sur la biomasse, quelles sont les applications, les pièges à éviter, les bonnes pratiques, quelques éléments sur la filière dans Chaudière-Appalaches et après, je vais passer la parole à Martin. Donc, si vous avez des petites questions brèves, il faut que je fasse attention parce que la dernière fois, j'ai créé un tsunami de questions. S'il y a des petites questions brèves que vous voulez poser pour ne pas perdre le momentum, n'hésitez pas à lever la main. S'il y a trop de questions, bien, on les prendra à la fin. Là, je me réserve le droit de dire, bon, bien, on va essayer d'avancer pour que personne ne meure comme des hot dogs stimés, comme on dit. On y va! Donc, qu'est-ce que c'est Vision Biomasse Québec? C'est un regroupement maintenant qui a 33 membres. On a 3 nouveaux membres là, juste dans la dernière semaine, qui fait la promotion d'une filière exemplaire et performante de chauffage à la biomasse forestière. On a 7 cibles de développement à l'horizon 2025, donc pour 2025. On a des objectifs de développement de marché, puis aussi des engagements envers l'environnement et les communautés. Il faut dire qu'à l'époque, quand Vision Biomasse a été créée, il y avait beaucoup de questions par rapport à la filière de la biomasse. Tout le monde connaît le chauffage au bois, tout le monde le chauffage plus traditionnel. On est vraiment dans un autre monde. On parle vraiment de... Maintenant, il y avait ça, la biomasse moderne là, sur les marchés internationaux. On parle vraiment de systèmes incroyablement plus performants. Donc, on est vraiment dans un autre monde. C'est des technologies qui sont calibrées puis qui permettent là, de réduire les gaz à effet de serre, mais aussi, dans plusieurs cas, des économies là, au niveau des coûts énergétiques. Donc, en fait, quand on a mis de l'avant la filière, on se disait, bon, bien, les gens avaient des questions. OK, des émissions atmosphériques, qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'il y en est aussi sur la récolte forestière? Donc, quel type de récolte on veut faire? Donc, on a vraiment travaillé avec les chercheurs, notamment à l'Université Laval. Il y a des gens d'Innofibre, d'FP Innovation et autres. Là, je vois quelqu'un de Biopter. On a déjà travaillé ensemble par le passé sur d'autres sujets. Peut-être pas nous, mais... Bref, les organisations ensemble. Le but, c'est vraiment d'aller chercher un maximum de données récentes pour être capable de vous les transmettre en direct. Là. Donc, je vous ai dit que là, il me manque des logos parce qu'il y a eu des ajouts très, très récents. Juste pour vous dire que nos membres fondateurs, il y a le Bureau de promotion des produits du bois, la Fédération québécoise des coopératives forestières, qui est un grand expert au Québec en matière d'approvisionnement en biomasse. Le Fonds Biomasse Énergie de Fonds d'action, Nature Québec aussi. On a plusieurs gens vraiment dans tout ce qui est équipement, approvisionnement. On a des centres de recherche, puis on a les grandes unions municipales. Donc l'UMQ, la FQM sont aussi présentes. L'UPA est là, des groupes comme Ecotech. Donc, comme vous pouvez voir, ce qui est bien, c'est que dès qu'on a des questions,
bien, on va dans le réseau. Puis il y a absolument quelqu'un qui est capable de répondre à un moment donné à un autre, soit sur quelle technologie est plus performante selon le contexte, quelle est la meilleure source d'approvisionnement, qu'est-ce qu'on va chercher où, comment, donc on peut attacher les fils. En fait, au niveau du marché, ce qu'on vise finalement à remplacer par la biomasse forestière, c'est principalement du mazout lourd, mazout léger, donc ce qu'on appelle l'huile à chauffage, plus communément, et puis le propane. Il y a aussi le gaz naturel qui est là, puis dans certains cas, encore récemment, on a un exemple d'un gros projet qui va très probablement, en fait, qui va en appel d'offres bientôt, qui devait aller au gaz naturel, puis finalement qui est passé à la biomasse. Donc, on parle vraiment de combustible fossile. On ne vise pas le remplacement de l'électricité. Dans certains cas, il y a des petites parts qui peuvent être remplacées, mais on parle vraiment de combustible traditionnel, finalement. Puis les deux marchés principaux, c'est ce qui est industriel, puis aussi les commerces et les institutions. Donc, vraiment, le secteur de la santé, de l'éducation, les municipalités, etc. Au niveau des engagements envers l'environnement et les communautés, comme je vous disais, l'objectif, c'est de créer des projets qui réduisent le plus rapidement possible les émissions de gaz à effet de serre, qui réduisent les impacts sur la santé et la qualité de l'air, parce qu'on parle de combustion. Donc, c'est sûr qu'il y a des impacts, mais maintenant, avec les technologies qui sont utilisées, c'est vraiment un autre monde, puis les impacts sont très faibles quand on y porte attention. Limiter les effets, justement, sur la productivité des écosystèmes, de la forêt, puis vraiment avoir un souci d'aller dans les communautés pour expliquer quels sont les projets puis comment on peut les faire. On trouve que quand c'est possible, c'est intéressant de le faire parce que les gens ont des questions sur ce qui est mis dans leur communauté, ce qui est très normal. Donc, quand on peut le faire, bien justement, c'est un rôle qu'on joue. On va répondre aux questions pour que tout le monde soit à l'aise avec ce qui est mis en place. Donc là, je vais y aller très, très globalement sur ce que j'appellerais un biomasse 101. Donc, qu'est-ce que c'est la biomasse? Bien, moi, on va parler de biomasse forestière résiduelle. Il y a différentes sources principales. Donc, on a tout ce qui provient des activités de récolte. En général, les sources les plus utilisées, c'est quand on va en forêt, on a une multifonctionnelle, on prend la tige qui est commerciale, puis il y a un bout qui reste, la cime est branchée, la baguette. Ça, c'est le domaine de Martin qui vous en parlera tantôt avec la chaîne de transformation, qui peut être utilisé pour la biomasse. Donc, c'est un produit qui n'a pas nécessairement, justement, de marché, puis qui, dans certains cas, peut rester en sol ou rester sur le bord, finalement, de la route. Après ça, il y a toutes les activités de deuxième ou troisième transformation, les produits conjoints du sciage, donc tout ce qui est copeaux, sciure, raboture. Et il y a le bois de déconstruction. Normalement, c'est non contaminé. Ça, il faut faire attention parce qu'il y a des règlements par rapport à ça. C'est souvent une source qui n'est pas très chère, mais quand même auquel il faut vraiment porter une attention particulière parce que si on ne l'utilise pas dans les bons systèmes, bien, c'est là qu'il peut y avoir des émissions négatives pour la santé là, de la communauté. Les modes de conversion d'énergie. En fait, la biomasse, on peut l'utiliser, on peut la transformer de différentes manières pour l'utiliser en énergie. Aujourd'hui, je vous parle de production de chaleur. Donc, en gros, ça peut être le chauffage des bâtiments traditionnels ou la chaleur qui est utilisée dans les procédés industriels. Donc, c'est les deux principaux pôles. Ensuite, il y a la cogénération, qui est la production de chaleur et d'électricité. Par exemple, dans les réseaux autonomes, par exemple sur Anticosti, sur les îles de la Madeleine, on utilise la cogénération, finalement, pour être capable de produire l'électricité chaleur. On peut produire uniquement de l'électricité. Et il y a aussi les biocarburants, dont vous entendez parler de plus en plus. Nous, à Vision Biomasse Québec, la raison pour laquelle on a été vers la chaleur, c'est parce que c'est les technologies qui sont les plus performantes, qui sont disponibles sur le marché, mais aussi qui ont la meilleure efficacité de conversion. C'est-à-dire avec la biomasse qu'on a, c'est avec ça qu'on peut faire le plus d'énergie sans avoir de perte. Puis ça, bien, ça a un impact sur le bilan de réduction de GES. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut pour l'environnement. Dans le chauffage, il y a des bâtiments individuels. Par exemple, on pourrait décider de chauffer ce magnifique bâtiment à la biomasse avec une petite chaudière, dans ce cas-ci probablement au granule. Une église, une école, par exemple, pourrait être chauffée à la biomasse individuellement. Puis après ça, il y a les réseaux de chaleur. Un réseau de chaleur, en gros, c'est une chaufferie qui est installée souvent c'est dans une municipalité, qui est branchée sur différents bâtiments. Avec des échangeurs de chaleur, puis ça permet en gros de chauffer là, tous ces bâtiments-là. En fait, il y a aussi des compteurs d'énergie qui permettent de voir bien, qui on facture de comment.
C'est un système qui est assez bien organisé. Puis en Europe, il y en a vraiment partout. D'ailleurs, Mathieu, qui est avec moi aujourd'hui, qui est stagiaire avec moi, s'intéresse particulièrement au réseau de chaleur parce que chez lui, c'est quelque chose qui est ultra commun. Ici, ça commence, mais voilà, on est plus en promotion. Puis, quand on parle de biomasse, bien, il y a deux principales formes. Ce qui est les plaquettes. Les plaquettes, en gros, c'est des copeaux, mais utilisés pour l'énergie. En gros, c'est des tractations entre le secteur, des pâtes et papiers, des panneaux là, qui aiment bien garder le terme copeaux pour leur utilisation. Donc, on utilise plaquettes. Puis, les granules, qui sont finalement là, un combustible qui est très, très homogène, qui est utilisé habituellement dans les plus petits systèmes, mais ça peut être utilisé aussi dans les gros. Souvent, il y a un impact sur le prix, mais c'est un combustible qui est plus facile à gérer. Fait que ça, c'est un biomasse 101. Vous savez peut-être déjà tout ça, mais souvent, c'est quand même agréable de savoir avant de partir dans des notions un peu plus poussées. Bien, pourquoi miser sur la biomasse? Ici, c'est les sites de Vision Biomasse qui ont été créés vraiment avec des études technico-économiques avec le potentiel québécois. L'objectif pour 2025, ça serait vraiment de produire 4000 gigawattheures d'énergie renouvelable, comme je vous disais. Ça permet de créer 12 500 emplois dans la phase de construction des projets, puis à peu près un quart, là, donc 3 600 emplois récurrents dans l'opération des chaudières, dans l'approvisionnement, dans tout ce qui est distribution aussi, dans tout ce qui est entretien. Donc, c'est vraiment des emplois qui sont dans la communauté. Ça, c'est lié à la balance commerciale. En gros, au lieu d'utiliser un combustible qui vient d'ailleurs, qui crée des emplois ailleurs, très peu d'emplois ici, bien, on a vraiment toute la chaîne de valeur dans la communauté, donc tout ça revient. Donc ça, c'est un avantage supplémentaire de la biomasse. Tout ça, mais comme on remplace les combustibles fossiles, ça permet de de réduire d'1 million de tonnes CO2 équivalent des émissions de gaz à effet de serre et de remplacer à peu près l'équivalent de 400 millions de litres de combustibles fossiles. Donc ça, c'est quand même des chiffres assez impressionnants, mais pourtant, c'est seulement une parcelle, une infime partie de ce qu'il y a en biomasse au Québec. En fait, il y en a beaucoup plus. Et pour vous dire, on évalue les quantités selon le potentiel environnemental puis le potentiel économique. Mais finalement, ce qui est laissé sur place permet vraiment de garantir finalement le bien-être des forêts. Puis on en aurait beaucoup plus que ça. En fait, on pourrait avoir des cibles beaucoup plus élevées, mais l'objectif, c'est pas ça. C'est de voir quelles sont les conversions qui sont facilement faisables, puis économiquement faisables. Puis c'est avec ça qu'on a réussi à obtenir ces chiffres-là pour 2025. Un petit mot par rapport aux économies aussi. Ce que vous pouvez voir finalement, les deux premières colonnes, c'est le coût au kilowattheure des plaquettes et des granules. Ensuite, bon, vous avez les autres combustibles traditionnels, gaz naturel, propane, mazout. Ce qu'on peut voir, c'est que la plaquette ressemble étrangement au prix du gaz naturel. Le granule est un peu plus élevé parce que c'est un produit qui est plus transformé. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que par rapport au mazout, on a des économies intéressantes. Le propane aussi. Et ce qu'on peut voir, c'est le vert foncé. Ça, c'est les immobilisations, donc c'est le coût des équipements. Ce qu'on voit, c'est que pour passer à la biomasse, ça coûte un peu plus cher au niveau de l'achat des équipements. C'est un peu normal. C'est une filière qui a de plus en plus d'équipementiers qui permettent d'offrir justement les différents systèmes nécessaires. Mais quand même, en faisant boule de neige, on pense que ces coûts-là vont finalement se réduire avec le temps. Mais il y a un coût supplémentaire. Ensuite, au niveau de l'entretien, il y a aussi un petit coût supplémentaire parce qu'il faut veiller à regarder le niveau de biomasse. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? On a aussi des différents entretiens, les bacs à cendres, ce genre de choses-là. Mais c'est aussi ce qui crée de l'emploi. Donc, il y a aussi un impact positif. Ce qui vous intéressera très certainement, c'est le coût de la biomasse qui est en jaune. On voit qu'il est beaucoup plus faible que pour d'autres énergies, ce qui signifie qu'une fois qu'on a payé son équipement, c'est là qu'on peut avoir des économies vraiment très intéressantes. Puis, en ce moment, on a un beau programme de biomasse forestière résiduelle qui permet de payer, dans certains cas, jusqu'à 50 % des équipements. Donc là, ça vient réduire notre coût au niveau justement de l'achat des systèmes. Fait que ça devient des choses qui sont intéressantes et qui permettent, en plus de faire des économies, d'avoir aussi une empreinte environnementale plus intéressante.
Les applications, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous en parler un peu. Il y a vraiment de la biomasse partout. La production en serre, vraiment, il y a eu des conversions assez incroyables au Québec. Des projets qui créent des économies, dans certains cas, de 50 à 70 vraiment. Donc, il y a des serres au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, dans le coin de la Montérégie, qui ont passé vers la biomasse. La sériculture, donc les évaporateurs aux granules, il y en a de plus en plus. Des mines, on avait la mine Casa-Berardi dans le coin de l'Abitibi, des alumineries, des cimenteries, comme j'ai dit à je ne sais plus trop qui derrière, on est en train de faire l'étude de préfaisabilité de la grosse cimenterie Maquinis, là. Pas nécessairement que je veux appuyer la cimenterie ou pas, mais l'objectif c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont extrêmement importantes de cette nouvelle cimenterie-là. Puis, on a sorti des études qui permettraient de réduire 100 000 tonnes des GES par année avec la biomasse. Donc, quand même. C'est des gros usages industriels, mais on parle aussi de fromagerie, comme la fromagerie de la baie, des microbrasseries, production porcine, de la volaille, de la gestion de matières résiduelles. Donc, il y a vraiment des tonnes d'applications. Au niveau commercial, des garages, des nettoyeurs à sec, bref, tout ce qu'un bâtiment peut utiliser la biomasse. Au niveau institutionnel, mais comme je vous disais, en ce moment, il y a 8 hôpitaux qui sont chauffés, 11 hôpitaux qui sont chauffés à la biomasse au Québec. Encore une fois, assez bien répartis sur le territoire. Ça va très bien. Le projet le plus connu, c'est probablement celui d'Amqui, au Bas-Saint-Laurent, puis des municipalités, etc. Donc, comme vous pouvez voir, il y a peu d'applications que la biomasse ne peut pas finalement combler. Des petits exemples, parce que c'est tout le temps le fun d'avoir quelque chose de plus concret. Là, c'est le réseau de chaleur de Caux-Abscal au Bas-Saint-Laurent, la capitale de la biomasse. En fait, c'est une chaufferie qui relie 7 bâtiments, ce qui est assez incroyable. Donc, il y a beaucoup de bâtiments. Donc, il y a l'aréna, l'école, l'église est là. Ça a été mis en place en 2012, donc quand même, ça fait ses preuves. Donc, on a une chaudière de 500 kW et un réseau enfoui d'une longueur de 315 mètres. Donc, c'est des réseaux souterrains. Finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Ça permet justement de distribuer la chaleur. On utilise 370 tonnes de plaquettes, finalement. Puis, il y a des réductions de gaz à effet de serre. Puis, dans le cadre de ce projet-là, il y a des économies de 46 000 par an, ce qui est quand même non négligeable pour une municipalité qui est très charmante et qui est très petite et qui est très mignonne. Donc, c'est un projet qui est quand même assez représentatif. Ça, c'est une image du CCSS ou de l'hôpital de Baie-des-Chaleurs à Maria. Donc, dans ce projet-là, on produit de la vapeur parce que la vapeur permet notamment d'alimenter la buanderie, en plus de faire de la chaleur. Dans certains cas aussi, c'est pour la stérilisation des équipements. Ça a été mis en place en 2013. C'est une plus grosse chaudière de 3 MW. Et puis, on réduit de 183 tonnes de CO2 par année. Puis, dans leur cas, c'est des économies de 300 000 par année. Donc, ça, c'est des chiffres qu'on a été validés avec eux. Vraiment, là, qu'on a appelé chaque utilisateur pour avoir les économies. Donc, ça a été un beau projet dans ce cadre-là. Une autre application vraiment que je qualifierais de funky, c'est un projet dans le nord du Québec, à Ouapmassou, Coudejoie-Rapic. Donc, on est vraiment dans un lieu où est-ce qu'on n'a pas de transport traditionnel par camion. La route s'arrête dans le coin de Radisson. Donc, actuellement, cette communauté-là est beaucoup chauffée au diesel. Il y a un réseau autonome, la cogénération. Puis, je vais vous dire, la livraison, de ce que j'ai entendu, c'est des histoires un petit peu d'horreur. C'est plate, là, mais c'est la vie. C'est vraiment les camions qui viennent, pas les camions, mais les gros bateaux qui viennent livrer à peu près 3 fois par année dans les communautés. Fait que là, il y a du tuyau, puis hop, les vagues, etc. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Donc, ils ont décidé de faire un projet pilote, le premier, pour un aréna. Donc, ils produisent de la chaleur, mais aussi de la glace. Donc, on va mettre le système cette année. Donc, moi, j'ai pu aller faire de la formation en décembre dernier dans la communauté. Eux utilisent du granule torréfié, du granule standard, justement pour produire le tout. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'ouvrir l'aréna vraiment plus longtemps. Dans les communautés comme ça, il n'y a pas des tonnes de choses à faire. C'est merveilleusement beau, mais après une semaine,
si tu as de l'énergie, tu te demandes un peu, si tu n'as pas ton vélo et tes raquettes, là, ça peut être long. Donc, vraiment, les jeunes de la communauté peuvent profiter plus longtemps parce que les coûts sont moins chers pour l'énergie. Donc ça, c'est des projets qu'on veut reproduire dans le nord du Québec. Un super beau projet dans la coopérative forestière de Petit-Paris, ça c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le séchage du bois avec des résidus de sciage de la scierie. Donc, ça a été mis en place récemment, puis c'est un projet qu'on dit exemplaire parce que quand il a été mis en place, tout de suite, tout a bien fonctionné. Puis depuis ce temps-là, ils sont extrêmement satisfaits de ce qui se passe. Martin, tu es dans le réseau, j'imagine que tu as eu les mêmes commentaires. Les mêmes commentaires, c'est positif. Yes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent un combustible très particulier. C'est de l'écorce qui est humide. On sait que l'écorce, c'est un résidu, justement, des scieries. C'est un résidu qui n'est pas facile à utiliser. Puis dans plusieurs cas, la gestion des écorces, bien, c'est un peu une épine dans le pied parce qu'il y a plusieurs règles avec le ministère de l'Environnement. On sait que des écorces dans les cours, avec la question des lexivia, etc., ou alors il faut payer pour s'en départir dans certains cas. Donc, eux peuvent utiliser des écorces très humides pour réussir à chauffer finalement leur séchoir. C'est un beau projet. Les Serres Lefort en Montérégie, un projet vraiment impressionnant de remplacement du propane pour le chauffage en serre. Pour vous dire, ils ont fait 2 phases. Donc, ils ont fait une première phase en 2011 et une phase en 2016. Donc, ils ont commencé avec un tout petit 12 MW, donc c'est assez impressionnant, et ont poursuivi avec 16 MW. Maintenant, c'est 28 MW de chaleur. C'est un projet qui est vraiment de taille. Puis, on me dit que les économies qui ont été réalisées ont permis justement de faire un agrandissement et de faire la phase 2. Donc, eux autres sont vraiment dans toutes sortes de légumes. Pour vous dire, c'est à peu près 15 000 tonnes vertes de plaquettes utilisées. Annuellement, juste pour la phase 1, j'avais seulement les données pour la phase 1, c'est un 12 000. Donc, pour dire, on a ajouté un 16 MW, on a ajouté plus. Fait on peut aller facilement dans le coin de 30 000 tonnes qui sont évitées. Puis, dans leur cas, c'est une diminution des coûts énergétiques de 70 la biomasse, on ne peut pas en mettre partout. Des fois, il y a des bons projets, des fois, il y a des mauvais projets. Il ne faut pas le pousser où est-ce que ça ne va pas, mais dans les bonnes conditions, ça peut créer vraiment des projets super gagnants, finalement. Ça en est un bon exemple. Je vous dirais juste quelques mots sur les bonnes pratiques, parce que comme dans n'importe quelle filière, il faut toujours essayer d'aller chercher ce qui est le mieux pour avoir les meilleures performances énergétiques, les meilleures performances environnementales. Donc, je voulais vous en parler un tout petit peu. Au niveau du bilan carbone, donc les réductions de gaz à effet de serre, pour avoir les meilleurs projets, il faut s'assurer finalement d'avoir un combo de 3 choses. De la biomasse résiduelle, donc finalement, c'est souvent des résidus de coupe ou des résidus de scierie. D'avoir la meilleure méthode de conversion en énergie, on parlait de la chaleur, puis de réduire aussi les distances de transport. Donc, avec ça, on a des projets qui permettent de maximiser la réduction des émissions. Je voulais juste vous dire qu'il y a des études qui ont été faites spécifiquement dans la région, justement, des études avec le Service canadien des forêts, puis, tu confirmes? C'est bon. Et avec l'Université Laval pour voir justement, dans un cas super concret, par exemple, dans une institution dans le coin ici, avec un approvisionnement qui viendrait de quelqu'un du coin, dans ce cas-là, c'est la coop forestière, qu'est-ce qu'on peut réussir à avoir en termes de diminution de gaz à effet de serre en considérant vraiment tout? Qu'est-ce qui est utilisé comme équipement de récolte? Quelles sont les distances de transport? Vraiment, tous les équipements qui sont utilisés sont comptabilisés pour réussir à voir, au final, qu'est-ce que permet l'utilisation de la biomasse forestière dans certains projets. Puis ce qui est intéressant, c'est le cas qu'on a présentement, qu'on a étudié dans cette région-ci. Ça a été testé dans 4 régions. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait des bénéfices certains à l'atmosphère après 4 ans. C'est-à-dire qu'en 4 ans au maximum, utiliser la biomasse, comparativement, dans ce cas-là, c'était le mazout, offrait vraiment des bénéfices à long terme à l'atmosphère, puis des bénéfices qui sont cumulatifs. Donc, c'est intéressant parce que, oui, on regarde les cas, les différentes études qui se font un peu partout,
finalement à l'international, mais on a testé aussi avec des chercheurs qu'est-ce qu'il y en est. Puis là, bien, vous avez un exemple pour ici, que c'est à peu près la Cadillac, là. On aime bien, fait que tout ça pour dire qu'un projet ici, dans le cadre actuel, dans les paramètres actuels, permet de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Je vais vous dire un petit mot sur les résidus de construction, rénovation, démolition. Comme je vous disais tantôt, les fameux résidus d'éco-centre ou de centre de tri, il y a du bois finalement qui est disponible. Ce bois-là peut être utilisé dans des systèmes de production de chaleur, mais il faut faire très, très attention. Je vous dis ça parce que quand ce n'est pas utilisé dans les bons systèmes, de un, ça peut créer des émissions atmosphériques, des émissions dioxine, furane, etc., qui ne sont pas très, très bonnes pour la santé. Ça peut briser les équipements, puis c'est plus difficile aussi pour la valorisation agricole parce que, bien sûr, quand il y a des contaminants, mais ça se retrouve un peu partout à l'atmosphère, puis dans les cendres, dans le résidu final. Tout ça pour dire que parfois, on peut avoir le goût de se dire « Ah, bien, on va aller vers du CRD, du résidu qui est moins cher. » Mais quand ce n'est pas dans les bons équipements, assez vite, on se rend compte qu'on ne fait pas d'économie parce que quand la chaudière brise, c'est plate. Normalement, les chaudières, c'est des équipements, justement, dont on oriente toujours vers les équipements les plus appropriés, vers l'utilisation qui est souhaitée. C'est des équipements qui vont pas briser, mais quand il y a des choses comme ça, quand il y a une mauvaise utilisation d'un intrant, bien, c'est là qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Alors, ça, c'est un conseil qu'on donne beaucoup en formation, c'est de dire, s'il y a des chaudières de moins de 3 MW, ce qui est aussi ce qui va dans le sens du ministère de l'Environnement, bien, on n'utilise pas de résidus CRD, même si c'est très attrayant du côté du prix. On va vraiment vers la biomasse qui est non contaminée. Puis, tout ça pour vous dire que quand même, les résidus de bois contaminés, ça peut être utilisé. Ça, c'est un exemple des serres royales. En 2017, eux autres utilisent des CRD avec présence de colle. Ils utilisent ça dans une chaudière de 8 MW, donc on a quand même 5 MW de plus que la réglementation. Eux ont mis en place un filtre de traitement des fumées, un filtre électrostatique. Ils ont adapté aussi la chaudière pour le faire. Et puis, par exemple, leurs émissions de particules fines, c'est 70 mg par mètre cube. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, la norme, c'est 150. Donc, même s'ils utilisent des CRD, dans ce contexte-là, c'est un bon contexte parce qu'ils permettent de diviser la norme par 2 finalement. Donc, ça pour dire que les CRD peuvent être utilisés, mais dans le bon contexte, comme n'importe quoi. Ensuite, je vais aussi vous dire qu'au niveau de la biomasse utilisée, c'est super important de penser à l'équipement utilisé. Parce qu'en gros, un fabricant de chaudière, la biomasse, va garantir ses équipements pour différents paramètres. Par exemple, si on a une utilisation de plaquettes, des copeaux, ils vont dire autour de tel taux d'humidité, on garantit nos performances. Autour de telle granulométrie, ça c'est la taille des plaquettes, on garantit nos performances. Autour de tel taux de cendre, ils garantissent aussi les performances. Quand on sort de ce spectre-là, c'est là qu'on peut avoir des problèmes, c'est là que les émissions atmosphériques et la performance diminuent aussi. Donc, c'est très, très important quand on décide d'aller vers la biomasse forestière, finalement, de faire l'arrimage entre les besoins avec la chaudière et la biomasse en tant que telle. Puis ça nous permet d'avoir les économies qu'on voulait avoir au départ. C'est pas si difficile. En gros, il faut prévoir des ententes d'approvisionnement, choses qui se font en pratique courante. Il faut parler avec la personne qui fait l'approvisionnement aussi, dire « bon, mais voici les besoins qu'on m'a dit pour la chaudière ». Puis, à partir de là, bien, tout va bien. Mais les exemples négatifs de biomasse qu'il y a au Québec, souvent, c'est les premiers qui ont été mis en place, là, comme dans n'importe quelle filière. Là, les pionniers, des fois, c'est plus difficile. Mais les problèmes venaient souvent de cet enjeu-là, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes du combustible utilisé par rapport à la chaudière. Je vois des petits oui, on valide. Donc, c'est encore des bonnes pratiques. Puis, je veux juste vous dire que, par exemple, à l'église de Saint-Germain-de-Grande-Tame, au centre du Québec, eux ont mis en place une petite chaudière aux granules en 2015. Et puis, pour vous dire, les émissions de particules fines, c'est 26 mg par mètre cube. On m'a même dit que ça peut aller jusqu'à 12 avec du granule qui est certifié par rapport à une norme qui est de 137. Fait que quand même, on a de la marge entre 12 et 137. On s'entend que les équipements maintenant qui sont en place sont hyper performants.
Puis dans leur cas, c'est une économie de pratiquement 13 000 par an. Donc, ça reste très, très intéressant. Donc, je vous ai parlé de comment choisir son fournisseur de biomasse. Je vous dirais que des démarches comme ça en biomasse forestière, des démarches de développement de la filière, il y a plusieurs régions qui vont de l'avant. Je vous ai parlé du Bas-Saint-Laurent. Moi, j'ai un projet actuellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean et on va amorcer une démarche sous peu. Bien oui, c'est ça, on attend des nouvelles, mais j'ai confiance, c'est des demandes de financement, c'est toujours ça. On veut amorcer une démarche aussi ici en Chaudière-Appalaches. Ce qu'on a fait, on a pris exemple sur ce qu'on a fait en Capitale-Nationale. En gros, c'est en Capitale-Nationale, en fait, c'est un projet pilote, donc il y a eu beaucoup de formations, un peu comme je fais là, de l'accompagnement technique des projets. Nous, ce qu'on voudrait faire dans le cadre de notre projet, ça serait vraiment d'aller voir les entreprises et les institutions, les municipalités, leur demander quelques données de consommation énergétique, puis d'être capable de faire avec ça des analyses de potentiel. Ça, ce n'est pas une grosse analyse de faisabilité, mais ça permet de voir si, pour un utilisateur potentiel, ça vaut la peine ou pas de s'intéresser à l'option biomasse. Dans certains cas, ça ne vaudra pas la peine, puis ça va être la vie. Il y aura d'autres systèmes, il y aura d'autres énergies renouvelables ou autres vers lesquelles les gens vont pouvoir se tourner. Mais dans le cas où c'est intéressant, bien, ça permet de dire, OK, bien, ça vaut la peine que ma municipalité, que mon organisation, que mon entreprise prenne un peu de temps pour se positionner sur cette option-là, cette option énergétique-là. Donc, on attend des nouvelles dans les prochaines semaines, mais j'espère vraiment pouvoir aller de l'avant. Puis, s'il y a des entreprises qui seraient intéressées à en faire partie, ça, finalement, c'est un service qui serait gratuit. Bien, je vais avoir une petite feuille de notes pour juste me laisser un courriel. Puis comme ça, bien, ça permet de voir si, pour vous, bien, c'est une option intéressante. Si ce ne l'est pas, bien, on ne sera pas de moins bons amis. Je vais vous aimer quand même. Comme ça, beaucoup d'amour à donner. Donc, bien, un petit mot sur Chaudière-Appalaches. Selon le plan directeur qui a été fait en 2013 sur le potentiel de la biomasse au Québec, Chaudière-Appalaches est une des 5 régions les plus intéressantes pour l'établissement d'une filière biomasse. Tout ça parce qu'il y a un bon marché potentiel, un marché de mazout, de propane à remplacer, parce qu'il y a des volumes importants de biomasse qui sont disponibles et puis facilement accessibles, puis un niveau d'acceptabilité sociale élevé. Donc, la foresterie, ici, c'est quelque chose aussi qui est connu, puis on connaît les bénéfices d'une bonne foresterie. Donc, on dit que c'est une des régions phares pour le développement de la filière. D'autres éléments qui favorisent le développement ici, il y a la présence de fournisseurs de biomasse. Vous allez pouvoir l'entendre dans quelques minutes. Il y a des présences d'équipementiers. Donc, il y a des gens qui vendent vraiment des équipements à la biomasse sur le territoire, Bellotech, Transfab, Compte-Fournier aussi, puis qui ont installé des systèmes qui ont fait leurs preuves là, un peu partout. Il y a une forte industrie bioalimentaire. Souvent, c'est un des secteurs qui est intéressant. Puis, il y a un important secteur forestier. Puis, pour vous dire, dans la région plus spécifiquement, des gens qui ont fait le passage, il y avait le centre de formation mécanique de véhicules lourds à Saint-Romuald, mais récemment, j'ai rencontré les personnes qui s'en occupaient, puis ils m'ont dit qu'en fait, ils l'ont transféré dans une autre école, que ça avait super bien fonctionné. Puis eux autres avaient un système en conteneur, finalement, fait qu'ils ont pu le déplacer. C'est merveilleux, mais ils sont toujours contents, puis ils envisageaient de mettre en place d'autres projets, justement, de conversion vers la biomasse. Les grosses serres de messe qui sont à Saint-Nicolas chauffent aussi à la biomasse forestière. Puis, il y a l'hôpital des Aides-Chemins, même chose, qui a mis en place un système. Puis, eux autres, réduction des coûts annuels de 142 000 $, ce qui est quand même non négligeable. Fait qu'il y a déjà des systèmes qui sont installés, puis c'est quelques exemples, finalement. Et là, on s'est porté, je disais qu'on va avoir un projet, je croise les doigts, bientôt, pour justement voir avec vous quel est le potentiel de différentes entreprises. Oh, une face de... Oh. J'ai pas su interpréter la face, mais il y avait une face. Ah non! Mais bref, on s'est porté au jeu, finalement. On s'est dit, bien, on n'a pas encore de projet, mais pourquoi pas faire le comparatif pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner pour une entreprise d'ici, justement, avec une étude de potentiel. Là, je vais vous dire, je ne sais pas si on a utilisé les données de Paber Aluminium. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle. Ah, c'est ça, la face.
Voilà. Là, je tiens à dire que ça reste une étude de potentiel. Hein? Donc, on a eu quelques données qu'on n'a pas validées. C'est des choses qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut raffiner aussi. Mais ça permet quand même de voir que dans certains cas, ça peut ouvrir des options. Puis, ça donne le goût peut-être d'aller de l'avant, mais c'est une surprise. Hein? Fait que, il n'y a rien d'arrangé pour l'instant. Que la personne va le découvrir en même temps. Donc, on a vraiment fait cet exercice-là de se dire, bon, bien, qu'est-ce qui pourrait en être pour des économies avec un système à la biomasse? Et puis là, bien, il y a un sujet à la mode là, en ce moment. Là, il y a aussi le gaz naturel. On a fait l'exercice de dire, OK, bien, d'un choix ou de l'autre, qu'est-ce qui pourrait en être? Encore une fois, je veux vraiment dire qu'il faut prendre cette donnée-là avec modération, qui aurait l'air bien meilleur goût, parce qu'il faut faire des analyses supplémentaires, mais quand même, ça donne une petite idée. Donc, pour vous dire, on a les chiffres pour la mise en place, finalement, d'une chaufferie à la biomasse forestière dans le cadre des données qu'on a eues par rapport aux conversions qu'on peut faire, parce que ce n'était pas non plus tous les besoins énergétiques qui pouvaient être comblés. Là, je sais qu'il y avait des questions de chariot élévateur, tout ça. Donc, ça serait vraiment une conversion du propane vers la biomasse ou, par exemple, du gaz naturel. Ce qu'on a regardé, c'était que pour la mise en place d'une chaufferie, ça serait une chaufferie de 400 kWh. Puis là, on voit les différents champs de dépenses. Par exemple, le bâtiment, la chaufferie biomasse en tant que telle, l'ingénierie. Donc, il y a différentes questions. Vous voyez le pourcentage. On a un coût de projet qui est plus élevé, à peu près à 518 000 On peut aller chercher des sous au programme de biomasse forestière résiduelle. Avec les chiffres qu'on a regardés, on parlerait d'une économie de 50 %. Donc, on serait autour de 260 000 pour le système, donc l'investissement de départ. On a joué le jeu pour le gaz naturel aussi. Comme je vous ai dit, l'investissement est beaucoup moins cher de base. Il y a moins de choses à faire. C'est une réalité avec la biomasse forestière. Cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est amusé aussi à regarder les coûts. Les coûts de l'énergie à venir. Comme je vous disais, les coûts de la biomasse, c'est déjà moins cher que les énergies traditionnelles dans certains cas. Là. Bien sûr, en ce moment, ça bouge comme ça, fait que c'est difficile, mais on sait que ça va à la hausse. On sait aussi que la biomasse forestière, c'est quelque chose d'une énergie qui est moins dense. Donc, c'est pas intéressant de la transporter sur des longues distances. L'avantage, c'est que ça la protège des variations de coûts, justement. Qu'est-ce qu'on a en tête? C'est que la biomasse forestière, normalement, le prix peut augmenter un peu, mais va rester beaucoup plus stable que des énergies fossiles traditionnelles qui peuvent aller en augmentant. Donc là, on a fait un exercice sur 15 ans, puis on prend en compte la fameuse taxe carbone. Là, actuellement, en fait, c'est le système de plafonnement et d'échange, mais le coût de la tonne carbone, c'est à peu près 18 $ de la tonne. Donc, on a converti ça dans les prix. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que là, bien, on a mis finalement les économies en prenant en compte l'investissement. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir en gros? C'est que le moment où est-ce que les économies avec le gaz naturel et la biomasse, où est-ce qu'elles se croisent, c'est à peu près à la 7e année, autour de 7 ans, 5 ans, 7 ans et demi à peu près. Donc, c'est là qu'elles se croisent, alors que la période de rentabilité pour le système, c'est un peu plus, en fait, le retour simple est de 4,5 ans. À peu près 4 ans, merci Mathieu. C'est lui qui m'a regardé le tout ce matin avec les ingénieurs qui ont fait la simulation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'avec la biomasse, bien, on part un peu plus bas parce que le système est plus cher. Mais si on regarde la simulation autour de 15 ans, bien, l'avantage au niveau des économies, c'est quand même 460 000 $ pour la biomasse sur un horizon de 15 ans. Puis on s'entend que des systèmes à la biomasse, normalement, on met ça en place pour entre 20 et 30 ans, dépendamment des systèmes, là, tout dépendamment du système qui est installé, de la taille, etc. Fait quand même si on part avec des coûts un peu plus chers, si on garde dans un horizon de moyen terme, en tant qu'entreprise ou en tant qu'institution, si on est capable de le faire, bien, on voit que plus tard, ça peut mener à des économies qui sont quand même substantielles. Donc, après ça, bien, on aura l'occasion de discuter,
Mais c'est ça un peu l'objectif de discuter puis de faire les analyses de potentiel, c'est d'être capable de dire aux entreprises, bon, ben qu'est-ce qu'il y en est? Ça, c'est un exemple. Pour une autre institution, entreprise, ça pourrait être encore plus performant, pour d'autres, moins. Comme je vous disais, tout dépend des systèmes, dépendamment de qu'est-ce qui est en place, le type d'utilisation de la chaleur qui est faite. Mais quand même, ça nous donne une idée intéressante quand même. Puis, à retenir par rapport à ça, bon, on disait que la biomasse forestière avait un retour simple de 4 ans et 6 mois, pour être plus exact, avec des données vraiment, vraiment préliminaires. Dans le gaz naturel, on a un retour simple beaucoup plus court, mais on a des économies moins grandes. On disait que l'économie pour les deux énergies serait équivalente en 7 ans, donc pour avoir des économies à peu près de 260 000 $. Après 15 ans, la biomasse rapportera... Ah oui, merci, super. Merci. Je me perds. On parle du prix justement du combustible fossile qui peut augmenter beaucoup plus, contrairement à la biomasse forestière qui reste plus stable. Puis, il y a des économies aussi qui pourraient être ajoutées, c'est-à-dire que pour l'instant, on a calculé le tout en se disant que la tonne de carbone actuellement vaut 18 $, mais on pense que, selon les projections, le prix de la tonne va augmenter à 50 $, et puis il va avoir un impact sur le prix des combustibles fossiles. Donc, si on prend ça en compte, bien, on peut ajouter déjà des économies supplémentaires là, autour de 18 000 par an pour la biomasse, tandis que ce serait plus 3 500 pour le gaz naturel. Donc, ça permet encore de diminuer là, le retour simple sur investissement. Fait que c'est quand même des choses qui sont intéressantes pour quelqu'un qui veut aller de l'avant, améliorer son empreinte carbone, qui veut aussi des économies, là, puis qui a la capacité de voir sur un horizon à court-moyen terme plutôt qu'à court terme. Mais encore une fois, chaque projet est différent. Donc, comme je vous dis, à la fin de ma présentation, je vais vous laisser une petite feuille. Puis ceux qui sont intéressés à se porter au jeu, vraiment institutions, commerces, entreprises ou qui connaissent des gens qui pourraient le faire, comme je vous disais, ça va dans tous les domaines. Mais nous, on aimerait bien pouvoir vous fournir des données. Puis après ça, bien, vous en ferez ce que vous voudrez. Parce que, voilà. On ne pousse pas, on est là pour simplement apporter l'information puis donner une corde de plus à votre arc énergétique, on va dire ça comme ça. Je passe la parole à Martin. Comme je disais, nos partenaires, nous autres, CGFA, Coopérative de gestion forestière des Appalaches, on est là pour la récolte de bois, transport de bois, jusqu'au site de conditionnement. On fait aussi affaire avec Service Forêt Énergie. C'est ceux présentement qui ont fait l'étude justement pour Faber. C'est une filiale de la Fédération québécoise des coopératives forestières qui regroupe 33 coops au Québec. Ce qu'on essaie de faire avec Service Forêt Énergie, c'est de ne pas répéter non plus les erreurs qui s'est passées dans d'autres régions à tous les niveaux, tant au terme de l'approvisionnement que d'installation de chaudières. Comme je disais tantôt, on fait affaire aussi avec Thermo-Énergie, qui est un spécialiste en chauffage de bâtiments et de procédés depuis 1993. Il est basé à Québec. On a aussi un partenaire financier à long terme qui est le Fonds Biomasse Énergie. C'est un fonds, en fin de compte, de 20 millions qui a été mis en place il y a 4 ans environ, 5 ans à peu près. Fait que c'est là pour tous les projets de biomasse forestière. Puis, depuis quelque temps aussi, on a un partenaire financier qui est Desjardins qui nous a donné un support financier là, pour justement développer la filière dans la région. Je vais en parler un petit peu plus tard, un petit peu plus loin. Ouais, bon, si on revient à la coop des Appalaches, c'est fondé il y a plus de 40 ans. Là. En 1974, on est 60 membres avec un chiffre d'affaires annuel de 8,5 millions de $. Quand on parle d'approvisionnement, c'est les travaux sylvicoles et les récoltes de bois, 145 000 tonnes métriques annuelles par année pour les industriels de la région qui sont Mébec, Matériaux Blanchette, Boîtiage de la Fontaine, Dacquam, Domtar, Windsor, Bois-Cargo, etc. On a un permis de récolte de biomasse forestière sur les terres publiques de 12 000 tonnes par année. Juste pour comparaison, l'hôpital de Montmagny a des besoins de 5 000 tonnes par année de biomasse forestière ou 1200 cordes de bois de 8 pieds. Juste pour que je fasse des fois encore, on comprend mieux qu'en tonnes puis qu'en mètres cubes. Puis aussi, on a un autre partenaire pour l'approvisionnement, surtout en forêt privée, les syndicats des producteurs de bois, Côte-du-Sud, Québec, puis Beauce, où on a des ententes justement
pour récolter la biomasse forestière en forêt privée. Bon, ce que je disais tout à l'heure, CGFA Énergie, oui, c'est une filiale. On approvisionne maintenant à l'hôpital de Montmagny. On est allé en appel d'offres encore au mois de mars dernier. On a remporté l'appel d'offres. Puis là, on a un contrat jusqu'en 2024 pour l'approvisionnement de l'hôpital. C'est quand même pour les 6 prochaines années. On veut partir de là justement pour démarrer d'autres projets. On a un site de transformation aussi qui est à Montmagny. Pour ceux probablement qui connaissent ça, sur le site des anciens séchoirs au B. Présentement, il n'y a plus grand bois dans la cour, c'est parce qu'on a fait le ménage de la cour de l'hiver, mais il va rentrer 700-800 cordes de bois pour les besoins de l'hôpital en hiver. Puis on a un entrepôt aussi sur le site. C'est ça. Service Forêt Énergie, j'en parle aussi, notre autre partenaire. L'expertise complète en foresterie, construction et exploitation. Comme on dit, on est capable de faire des services de fourniture d'énergie, puis bien d'autres services à la carte là, sur les études d'approvisionnement, de préfaisabilité, faisabilité, conception de systèmes, puis d'entrepôts pour la chaudière, et on fait la gestion des opérations. Thermoénergie, un petit peu plus de détails, mais comme je vous disais, ça fait 20 ans qu'ils sont actifs dans l'industrie du chauffage, puis ils sont un peu partout, surtout dans la chaudière Appalaches et même plus loin. Ils vendent aussi des chaudières aux granules là, de plus petit format. Qui font biomasse. Moi, j'ai devancé pas mal de choses, j'imagine. C'est ça, c'était le fonds biomasse, je l'ai dit tout à l'heure, créé par Fonds d'Action puis la Fédération québécoise des coopératives forestières et le gouvernement du Québec. La gestion est confiée justement à Fonds d'Action. Puis ce fonds-là est accessible à nos clients. Desjardins, par l'entremise du fonds de 100 millions, pour la région de Kamouraska-Chaudière-Appalaches, il y avait 2 critères de sélection. On a gagné un projet pour l'équivalent d'environ 75 000 $, justement. Le projet visait à stimuler le développement du territoire en soutenant les projets porteurs pour la région, puis promouvoir et soutenir les initiatives pour les jeunes et l'entrepreneuriat. Nous, on veut se servir de ce soutien-là, justement, pour le développement de la filière, dans le but d'élargir notre clientèle actuelle, améliorer nos installations et améliorer nos équipements. Parce que quand on a acheté nos équipements il y a 3 ans, on a acheté ça d'un entrepreneur de Québec, mais c'était conditionnel à l'obtention du contrat avec l'hôpital. On l'a eu une première fois pour 3 ans. Là, on voudrait améliorer nos équipements. Les installations, c'est la même chose. On est au séchoir au B présentement. Le site, il fait l'affaire, mais si on a une plus grande expansion, le site est trop petit là, pour nos besoins et pour avoir une gestion efficace de nos stocks de matières premières. Bon, ça, Desjardins. Comme je disais tout à l'heure, l'hôpital de Montmagny, c'est vraiment notre premier client, contrat d'approvisionnement. Ça fonctionne, là, c'est prouvé, ça fait 2 ans qu'on les approvisionne. Les seuls arrêts qu'il y a eu à l'hôpital, c'est seulement pour la maintenance de la chaudière. Excusez. Présentement, on livre avec un taux moyen d'humidité de à peu près 28 % sur l'ensemble de la dernière année. Pour arriver à 28 %, bien, c'est sûr qu'il y a une recette. Vous savez que le bois qu'on coupe en forêt, quand tu le coupes, il y a 45-50 % d'humidité. Si je le prends et je le livre à l'hôpital, bien, elle n'aura pas de rendement. Fait que la chaudière est bâtie pour avoir des copeaux, des plaquettes, environ 35 % d'humidité. C'est ça qui est notre contrat. Mais présentement, on livre, comme je vous dis, à 28 %. C'est parce qu'on a du bois, 1 an et demi d'avance qui est dans le cours, qui est sec. Puis quand l'hôpital nous appelle pour avoir un voyage de biomasse, bien, on le déchiquette même à mesure, là, on prend les piles. On n'a même pas besoin d'entreposer, on livre directement du site à l'hôpital. C'est ça. Puis c'est un effet de levier justement pour trouver des nouveaux clients. Quelques données sur justement l'hôpital de Montmagny. La puissance de la chaudière, 2750 kW. Le combustible remplacé, ça a été le mazout lourd. La biomasse utilisée, je l'ai dit tout à l'heure, 2673 TMA en 2017. Ils en ont même utilisé un petit peu plus qu'il était prévu parce que l'été, il n'était pas prévu de l'utiliser. Parce qu'il est prévu de l'utiliser au minimum, mais présentement, ils font le blanchiment, je pense,
la buanderie, exactement. Ils l'utilisent. C'est plus rentable utiliser la biomasse que prendre leur système d'appoint à l'huile à chauffage. En hiver, c'est l'an passé qu'ils avaient arrêté une semaine justement pour une maintenance ou peut-être un petit bris. Juste l'économie de combustible pendant une semaine en plein hiver, ça représente environ 20 000 sur une semaine. Fait qu'ils filent pour ne pas arrêter trop longtemps en hiver. Ça, c'est... Le coût du projet, 1,1 million, avec une période de retour sur investissement de 11 ans. Typiquement, dans l'institutionnel, c'est plus long. En fait, les périodes de retour sur investissement qui sont acceptables sont plus longues dans l'institutionnel que dans l'industriel. Donc, certains projets, justement, c'est des structures internes là, qui permettent ça. C'est sûr que dans le domaine industriel, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche à aller chercher le plus court possible retour sur investissement. Mais comme je disais, dans l'institutionnel, dans le commercial, c'est un peu entre les deux, finalement. Effectivement, fait que le retour est un peu plus long, mais dans ce type d'institution-là, c'est des choses qui sont plus communes. Je vais expliquer un petit peu le processus, justement, comment est-ce qu'on récolte le bois. Finalement, si on le fait tout avec des multifonctionnels, la photo de gauche, il y a beaucoup de peuplements dans la région aussi qui vont être aptes à des éclaircies commerciales. Fait que ça génère beaucoup de petits bois que l'industrie forestière ne veut pas avoir parce que les copeaux, ça marche. Il n'y a pas de marché pour les copeaux. Fait que ce qu'on récolte finalement, ça serait laissé en forêt. C'est vraiment ça. Fait qu'on récolte quand même, comme je disais tout à l'heure, 5 000 tonnes pour l'hôpital. 5 000 tonnes, ça représente 20 semaines de travail pour un équipement comme ça, finalement. Sur une année, c'est quand même pas à dédaigner. Puis c'est le genre de bois qu'on peut récolter. Là, ça fait référence justement à notre projet sur les GES. C'est ce bois-là qu'on a récolté. C'est dans une plantation d'épinettes de Norvège, où il y avait du beau bois croche. Puis monsieur qui est là, il s'en rappelle parce qu'il a supervisé nos travaux. Fait que là, c'est sûr que ça paraît gros parce que c'est l'épinette de Norvège tout croche, on le ramasse, mais normalement, on ramasse le bois de 5 pouces à 2 pouces et demi en moyenne. C'est un exemple, c'est du bois, justement, je pourrais dire, qu'on a utilisé à notre site au Séchoir-Aubé. Le site était très plein. Là, on avait, comme je disais tantôt, 700-800 cordes de bois. Ça, à gauche, c'est l'équipement qu'on utilise pour le déchiquetage. Là, ce qu'on faisait, c'est qu'on a quand même un petit inventaire de 2 à 3 semaines dans l'entrepôt pour pallier, mettons, aux besoins d'un bris, mettons, de la déchiqueteuse. Ou qu'on aurait d'autres clients à aller desservir, on peut livrer ces copeaux-là directement à partir de l'entrepôt, mais normalement, ça se fait à partir directement des piles de bois qu'on met directement en copeaux dans la remorque. Vous récoltez toutes les essences de bois? On récolte les essences non désirées, là, mais dans la région, sur les terres publiques, tout ce qui est trempe, feuillu, c'est destiné à Domtar, Windsor, jusqu'à 3 pouces et demi. Ça fait qu'un coup qu'on a fait ça, il n'en reste plus. C'est surtout du résineux parce que comme je disais tout à l'heure, le marché des copeaux ne fonctionne pas. Fait qu'on on a un peu plus de biomasse, mais ça génère quand ça va très bien avec ça. Là. Les feuillus de bois franc aussi, Ouais. pas qualifiés pour les moulins. Feuillu de bois franc, mais la partie qui n'est pas qualifiée pour les moulins à scie va bien souvent pour la pâte à Windsor. Fait qu'il en reste un petit peu, puis le prix, le feuillu ou le bois franc, il se vend mieux en bois de chauffage que pour la biomasse aussi. Fait que l'entrepôt, c'est ça. Puis par la suite, c'est la livraison justement des plaquettes à l'hôpital. C'est vraiment une photo de l'hôpital ici de Montmagny. Fait qu'il y a une porte, on se recule, c'est un plancher mobile. Là, présentement, comme je dis, on veut améliorer nos équipements. C'est un de nos objectifs de changer la remorque. Là. Parce qu'on a commencé modestement, mais on veut s'améliorer, mais ça va quand même très bien. Fait que la vanne recule dans l'entrepôt, puis un plancher mobile qui décharge les plaquettes là, sur un système de racleur. C'est déjà la fin. C'est déjà. C'est déjà la fin. Fait que ça, c'est une photo justement quand
On prend le bois dans la pile, puis on déchiquette directement dans la vanne, puis on va livrer. En hiver, on livre environ 7 voyages par semaine à l'hôpital. Puis en été, ça joue entre 3 et 4 par semaine. Fait que c'est quand même... ouais. J'ai un opérateur qui s'occupe de tout faire marcher les équipements. Là. Il est complètement autonome à ce niveau-là. Puis il s'occupe des approvisionnements aussi au site. J'ai peut-être oublié de mentionner peut-être un autre partenaire, mais on a eu aussi de l'aide aussi du fonds phare cette année pour 200 000 justement pour améliorer notre site. Là. On veut s'installer sur un plus grand site qui va nous permettre de mieux gérer nos inventaires. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand on a du bois dans notre cour et qu'il est tout pilé un à côté de l'autre, il faut s'assurer que le bois c'est sec. Ça va avoir un certain pourcentage d'humidité. Si on met du verre à travers ça, c'est sûr que si je mets du verre et du sec, l'hôpital va m'appeler, ils vont dire, mais regarde, je ne suis pas capable d'ajuster ma chaudière. Il faut y livrer de quoi qui est assez stable. En ayant une bonne gestion de nos stocks, on est capable d'assurer ce pourcentage-là. Puis étant donné qu'on en fait beaucoup, la coopérative qui récolte beaucoup de bois, moi je sais quand je coupe un chantier, je l'ai fait à telle date, puis je vais le rentrer à telle date sur mon site. Puis ça nous assure quand même des bons taux. Oui? Il reste les branches, et puis même, on ramasse une partie de ce qu'on peut en forêt. On ramasse même pas toutes, là. Parce que souvent, il reste des tops de feuillus, il reste même d'autres tops de résineux, parce qu'on ramasse jusqu'à 2 pouces, 2 pouces et demi. Puis en forêt publique, il y a des secteurs où on ne pourra pas récolter non plus, parce que soit c'est des sols minces, des sols mous. À ce moment-là, le ministère ne nous autorise pas, justement, pour ne pas détériorer le sol, pour faire de roulière. Là. Il y a même une étude complétée, une étude qui a été faite, j'ai eu la chance de participer avec le Service canadien des forêts, justement dans le contexte des forêts québécoises. Qu'est-ce qu'il faut laisser au sol pour la biodiversité, les sols, la productivité des peuplements, même pour l'eau, qui peut avoir un impact sur la gestion des eaux, etc. Donc tout ça a été fait, puis justement, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de marge. Étonnamment, on a été chercher des données de partout dans l'univers, c'est long. Puis justement, puis il y a même des échantillons, des placettes échantillons qui appellent des tests qui se font dans un contexte québécois à la forêt Montmorency, la forêt école là, de l'Université Laval. Donc avec ça, justement, ça a été possible d'identifier certains sites, là, justement les sols très très minces, les pentes très très pentues. Puis justement, c'est des sites sur lesquels la flotte